Bon après-midi et bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp. Merci. Daniel, j'aimerais qu'on commence par parler d'amour aujourd'hui. Ah, mon Dieu Seigneur. Et puis, j'aimerais qu'on essaie de voir l'évolution qu'il y a eu dans l'amour. Il y en a suivi une? Comme dans toute autre chose sur la planète, oui. Comme dans toute autre chose sur la planète, non? Mais l'amour n'a pas évolué au même titre que l'homme? Non, l'amour, oui, l'amour a évolué, mais l'amour, c'est pas pour ça. Ça dépend ce qu'on entend par évoluer, mais l'amour est resté probablement... l'amour est exprimé différemment, mais l'amour n'a pas tellement changé. Ça reste un amour possessif, ça reste un amour qui engendre la haine, qui engendre l'insécurité, qui engendre la peur, qui engendre l'angoisse, les habitudes, les chicanes, qui perd les énergies, qui limite l'humain à un seul ou deux ou trois humains. Ça, c'est la résultante, ça, c'est la manifestation de l'amour sur la planète Terre. Le principe de l'amour, c'est quoi? Le principe de l'amour, c'est la capacité de laisser circuler l'énergie. Donc, on pourrait terrestrifier ça en disant que le principe de l'amour, c'est la capacité de se nourrir de l'énergie qui passe. Donc, on pourrait dire le principe de l'amour, c'est d'être capable de bénéficier des énergies d'un autre. Au niveau de l'absolu, l'amour, c'est laisser circuler les énergies. Donc, l'amour n'est pas limiteur, l'amour n'est pas restreignant, n'est pas contraignant, n'est pas conditionnel. Ça circule. Alors, si on regarde l'être humain qui monte en amour, ça veut dire qu'il va être capable de se nourrir de lui, de se nourrir de ce qu'il vit, de se nourrir de la vie et des autres. Sans restriction, ça veut dire qu'il ne pourra pas aimer plus une femme qu'une autre femme, ou plus un homme qu'un autre homme, ou plus un enfant qu'un autre enfant. Si quelqu'un aime une femme ou un homme ou un enfant plus qu'un autre enfant, etc., il n'aime pas. Maintenant, c'est évident qu'un individu peut se nourrir plus d'une personne que d'un autre, mais il va laisser circuler l'énergie des deux de la même façon, s'il aime. Mais c'est évident qu'il va avoir besoin d'une alimentation plus d'une personne que d'un autre, donc il va aller vers cette personne-là. Sauf qu'il ne... Une personne qui aime réellement, qui monte en amour, pas qui tombe en amour, qui monte en amour, ne peut pas haïr, ne peut pas détester. Ça ne l'empêche pas de ne pas être manipulable. C'est-à-dire que je n'haïs pas quelqu'un, mais je peux quand même me défendre. Mais je n'ai pas besoin de l'haïr pour me défendre. Je n'ai pas besoin d'haïr les Russes, par exemple, pour me défendre contre les Russes. Alors que celui qui tombe en amour, il doit posséder ce qu'il aime, il doit le comparer à ce qu'il n'aime pas, il doit valoriser ce qu'il aime, donc le comparer à l'extérieur, et il doit conditionner ce qu'il aime, c'est-à-dire que je l'aime à la condition que ça ne change pas trop, que ça change dans mes lignes à moi. Puis nécessairement, il souffre sans arrêt parce qu'il a l'impression, il y a une impression réelle, c'est qu'il peut se nourrir à peu près juste de cette personne-là, ou des deux, trois rares personnes. Et nécessairement, il aura peur des perdre, parce que s'il les perd, il peut se nourrir. Ce qu'on doit comprendre au niveau de l'amour, c'est qu'au départ, l'être humain a des canaux qui sont reliés à ses parents. Et puis, peut-être frères et sœurs, mais c'est assez rare, parce que normalement, le système réincarnationnel fait en sorte, très souvent, que les ennemis naissent dans la même famille. Donc, normalement, frères et frères, sœurs et sœurs ne s'entendent pas parce qu'ils ont été ennemis, ou du moins ils ont été antipathiques dans d'autres vies. Alors, la majorité des frères et sœurs qui s'entendent bien naissent dans des familles différentes. Donc, ils peuvent avoir des canaux reliés à leurs frères et sœurs, pas autant que leurs parents. Ils vont se nourrir énergétiquement. Normalement, à l'adolescence ou préadolescence, on devrait, dans une éducation convenable, dans une instruction convenable, on devrait sevrer ces canaux-là, c'est-à-dire qu'on devrait être capable de s'arranger pour les déconnecter des parents, puis les reconnecter sur l'enfant. Que l'enfant puisse, rendu à l'adolescence, puisse s'alimenter de lui-même. Puis ça, on peut faire ça dès l'âge de 6 mois, 1 an. On commence à déconnecter certains canaux, puis à les brancher sur l'enfant. Ça veut dire, disons, dans un contexte plus évident, l'enfant qui a toujours besoin de se faire prendre, à un moment donné, on ne le prend plus, puis on lui explique, on lui donne des jouets, il va finir par s'occuper autrement, donc il est maintenant capable d'arriver à se nourrir de par sa propre occupation. Il n'y a plus besoin toujours d'aller têter.
Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas sevrer un enfant de 6 mois, 1 an, 2 ans, tout d'un coup. Donc, on y va morceau par morceau, dépendamment de ce que c'est. Ça peut être, il faut absolument qu'il mange dans ton assiette, il faut absolument qu'il couche avec toi, il faut absolument qu'il boive dans ton verre. Bon, il y a une chose à la fois. Et puis, vers l'adolescence, normalement, l'enfant devrait être totalement indépendant de ses parents. Il va maintenant établir, donc, il aura des canaux connectés à lui, et il va établir de nouveaux canaux avec ses parents. Mais ces canaux-là sont des canaux qui vont être établis par l'intelligence et non pas par la réincarnation. Ça veut dire que notre jeune va être capable maintenant de monter en amour. Donc, il va être capable d'établir un nouveau canal avec ses parents. Et là, il va être capable d'aimer ses parents comme il n'a jamais pu aimer ses parents. Il va être capable subitement d'aimer d'autres individus. Puis progressivement, il va être capable d'aimer la vie, des paysages, des événements. Il va être capable de se brancher, de se débrancher à volonté. Dans le cas d'un enfant courant, ordinaire, non seulement l'enfant n'est pas sevré des canaux de ses parents avant l'adolescence, c'est-à-dire que les canaux restent connectés, à part peut-être quelques-uns, mais l'ensemble des canaux restent connectés. Et puis, rendu à un moment donné, eh bien, les réincarnations d'adultes qui descendent dans le corps de l'enfant qui est en puberté vont déconnecter brutalement les canaux des parents, mais ne les reconnecteront pas sur l'enfant. Parce que les entités réincarnationnelles d'adultes qui descendent dans l'adolescent et dans l'adolescente ne veulent pas nourrir l'enfant, ils veulent tuer l'enfant et garder son corps physique qui est jeune pour triper avec. Bon, avoir des relations sexuelles, pouvoir boire, bref, c'est une forme d'éternelle jeunesse. Tu ramasses le corps d'un jeune. Alors, vu que c'est coupé radicalement des parents, l'enfant n'est plus capable de se nourrir de ses parents. Les parents ont de la difficulté à se nourrir de l'enfant, dans la majorité des cas, d'où les problématiques entre les adolescents et les parents. Et l'enfant est extrêmement mal et malheureux parce qu'il n'est pas reconnecté à lui, il est connecté nulle part. Donc, nécessairement, d'instinct, il va chercher à se brancher et il va donc rechercher des gens handicapés comme lui, qui normalement vont être des jeunes d'à peu près de son âge ou des adultes qui vont avoir les mêmes problématiques, puis ça va former des gangs et des clans. Il ne sera pas capable d'aimer convenablement. Et là, l'amour possessif va entrer en ligne de compte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si le gars rencontre une fille ou la fille rencontre un gars, il peut connecter tous ses canaux après, tous ses canaux après. Puis là, c'est l'amour à pu finir, là. Il faut absolument que tu déménages avec, il faut absolument que tu couches avec, puis quand ça casse, c'est le drame. Tout est exagéré, rendu à un moment donné. Puis évidemment, il y a des nuances à travers chacun des adolescents, adolescentes. Mais ça ne s'applique pas à tous les adolescents. À 80% probablement des adolescents. Et ça va selon leur taux vibratoire, selon leur programmation. Tout est toujours relatif au taux vibratoire de l'être humain. C'est évident. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut éduquer un être humain de ce qu'il doit faire, de ce qu'il ne doit pas faire. On peut l'instruire de certaines mécaniques, puis on peut le hausser en vibration. Si on le hausse en vibration, il n'a rien compris. Mais il n'y a pas besoin de comprendre. Il n'y aura pas besoin de... Il n'y aura pas de problème. Si on l'instruit, c'est parce qu'on n'a pas la capacité ou il n'a pas la capacité de monter son taux vibratoire présentement. Donc, on l'instruit de façon à ce qu'il puisse l'augmenter quand il va vivre les problèmes. Donc, étant instruit quand il va vivre les problèmes, maintenant, il va pouvoir augmenter son taux vibratoire. Puis, si on l'éduque, c'est uniquement pour qu'il ne crée pas de problème. Là, on parle d'un... Si on éduque un être humain, c'est parce que son taux vibratoire est extrêmement bas comparé au nôtre. L'éducation, c'est comme du dressage d'animaux. Donc, si on l'éduque, on lui dit ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Il n'y a pas besoin d'intelligence, rien là-dedans. Puis la journée qu'il va vivre des problèmes, ben, son éducation, si elle est suffisamment ancrée, va servir de programme pour l'amener à ressembler à quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes. L'instruction va l'amener à monter son taux vibratoire, puis si on peut monter son taux vibratoire avant, ben, il n'y a pas besoin de comprendre, il n'y aura même pas de problème. Quelle est la relation entre l'amour et la haine au niveau du principe, pas au niveau de la manifestation que tu as décrit tantôt, que l'humain manifeste tout croche? Bon. Le principe de l'amour-haine, c'est un principe, ça, de repiquage dans l'astral de l'amour intelligent. De quoi? De repiquage, ça veut dire, disons, de copie mal faite de l'amour intelligent dans l'astral. Le principe de l'amour humain, on ne parle pas d'amour absolu. Donc, le principe de l'amour-haine, l'amour en face de laquelle on peut tomber en amour, c'est un principe uniquement Là, quand tu parles de tomber en amour, toi, tu parles de relation homme-femme, là. Tomber en amour, ça peut être relation homme-homme, homme-femme, homme-enfant, enfant-homme, enfant-femme.
OK. Tomber en amour, c'est nécessairement un problème. Oui, mais moi, c'est au-dessus de ça que je veux en parler. Je veux parler du principe tel qu'il a été évoqué. C'est ça, mais moi, je veux juste qu'on comprenne bien que je parle du principe amour-haine, qui est celui qui est exprimé tout croche, et non pas celui qui est exprimé tout droit. OK. Toi, tu parles de celui qui est exprimé tout croche. Le principe qui est exprimé tout croche. On ne parlera pas de l'expression, là, mais on parlait du principe, mais du principe qui est exprimé tout croche. Parce que dans la majorité des cas. Oui, c'est que dans l'absolu, parce que le principe amour-haine n'existe pas dans l'absolu. Il existe uniquement dans un contexte plus près de l'humain. Lorsqu'il passe à travers l'âme. C'est ça. OK. Mais le principe lui-même, c'est un principe d'unification. Dans le contexte de l'homme, ça va être un principe de possession. En réalité, si je te possède, on est unis. Mais le principe absolu, c'est l'unification. Bon, c'est de l'attraction. Alors, dans le principe de l'homme, ça sera de la possession, ça sera du contrôle, ça sera du pouvoir sur l'autre. Mais le principe, dans l'absolu, c'est uniquement l'unification. La haine va unifier autant que l'amour, parce qu'il y a des individus qui peuvent se poursuivre toute leur vie ou qui peuvent rester en vie uniquement pour haïr quelqu'un d'autre. La haine fait partie du même processus, sauf que le processus d'unification n'étant pas capable d'être exprimé par une mécanique humaine archaïque douce, l'amour, tomber en amour, il va être exprimé par une mécanique humaine archaïque plus violente, plus rude, qui va être la haine. Et au départ, c'est uniquement un principe d'unification. Les deux ont la même source d'énergie. Unification, c'est ça. C'est exactement la même source d'énergie. Pour l'homme, il va appeler la haine, il va appeler l'amour. Pour quelqu'un qui sera en haut, il va dire, bon, eux autres, ils s'unissent, bon, eux autres, ils s'unissent, puis ben, tout va bien. OK. Eux, ils s'unissent à coups de poing, eux autres, à coups de bec. C'est lorsque ça passe à travers l'homme que ça prend un chemin ou un autre, cette énergie de ce principe-là. Puis c'est quand ça passe à travers l'astral, ensuite à travers l'homme. OK. Maintenant, pourrais-tu décrire l'application, disons pas parfaite, mais le plus proche possible qu'un humain pourrait faire du principe de l'amour envers les hommes? Sans se casser la gueule? Il n'aurait pas fallu que tu me poses cette question là tout de suite. C'était mon piège. Tu penses trop fort. Parce que c'est ce qui se produit aujourd'hui lorsque... Tout le temps. Premièrement, Daniel, est-ce que tu es d'accord que l'amour, si elle était appliquée intégralement, serait l'arme la plus forte pour l'homme, c'est-à-dire l'amour de l'homme à l'homme et non pas de l'homme aux forces. Oui, envers les l'amour forces, de l'homme à l'homme. L'homme à l'homme, parce que si elle est appliquée intégralement, ça serait... C'est réglé. C'est ça. Ce serait l'arme la plus forte pour que l'homme puisse travailler contre les forces. En même temps, parallèlement, si la haine était appliquée adéquatement envers les forces, ça serait l'outil, la clé que l'homme pourrait utiliser pour cesser de se faire écœurer. Oui. Moi, diplomatiquement, quand j'étais jeune, je disais qu'il fallait faire la grève en face de Dieu. C'est la haine. Dans le langage d'intelligence, le mot amour va porter le terme d'alliance, souvent. Donc, effectivement, si les humains sont capables de s'allier dans l'intelligence, donc de s'unir dans l'intelligence, donc de s'aimer dans l'intelligence, ben, c'est évident que nécessairement, automatiquement, ce qui est exprimé dans le contexte planétaire va devenir de l'amour en face de l'homme et de la haine en face des plans. Peut-être, mais c'est pas ça que je voulais non, mais ça, on parle si. Si c'était... OK. Bon, si on revient, on n'en est pas je là. dis oui à ta question au niveau de se faire casser la gueule. Ouais, c'est ça, j'ai pas dit ça. On va dire que j'ai pas dit ça. Bon, alors... Disons-le. Fais une description de ce que comment l'homme pourrait appliquer adéquatement le principe de l'amour envers les autres hommes, pas envers les forces, seulement qu'envers les autres hommes. Oublions la question de cassage de gueule, on y reviendra après. OK. Bon, la question est extrêmement vaste parce que... Aujourd'hui, en 93.
Bon, en 93, aujourd'hui, là, tel que c'est comme actuellement, présentement, ce l'est, là, c'est totalement impossible. Bon. Mais si on utopise, et qu'on dit, bon, disons qu'il y aurait une petite région sur la planète, là, qu'on pourrait émettre l'amour pur, là, ça ressemblerait à quoi s'il y avait du monde là-dedans qui vivrait de l'amour pur dans l'intelligence? Moi, je te demanderais d'oublier le mot intelligence. Parce que l'intelligence fait partie intégrale du cassage de gueule et ainsi de suite. OK, mais ça faisait que tu n'aimes pas l'intelligence. OK, c'est correct. Non, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est qu'elle fait partie, elle est en arrière. Oui, c'est sûr qu'elle est en arrière. C'est intelligent. C'est intelligent, oui, absolument. Absolument. C'est parce que de la façon que quand tu le mentionnes, je comprends. Ça implique que c'est correct. Et moi, c'est correct. C'est correct parce qu'il faut que ça soit fait comme ça, mais ce n'est pas comme qu'on peut peut-être l'accepter. Non, toi et moi, on pense qu'on pourrait faire mieux que ça, en tout cas. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais c'est ça qu'on pense pareil. C'est que autrefois, moi, je voyais l'intelligence comme étant correcte. Elle est correcte aussi. Oui, elle est correcte. Mais autrefois, tu pensais qu'elle était correcte en plus. Oui, mais là, ça, c'est un jouage de mots, c'est pas ça. Non. Aujourd'hui, tu penses qu'elle est plus correcte, mais tu sais qu'elle est correcte. Non, j'ai pas dit qu'elle n'était pas correcte. Ça fait ce que ça doit faire. C'est ça. OK? Ça fait ce que ça doit faire. Mais ce que ça doit faire, ce n'est pas nécessairement ce que l'homme pense qui va arriver, parce que c'est intelligent. Parce que l'homme met le mot intelligence tel que tu l'amènes tantôt. Si on était averti de qu'est-ce que c'est que l'intelligence peut faire, on ne serait pas nécessairement... l'homme ne sera pas aussi attiré vers connaître l'intelligence. Avec nos couvertes au-dessus de la tête. Exactement le contraire. On sera dans nos couvertes avec notre lit au-dessus de la tête. On pourra être prudent face à toutes sortes d'énergies, qu'on l'appelle intelligente ou astrale, contraire, dans la bouche de plusieurs personnes qui font un cheminement, c'est la même chose. Mais ça dépend toujours de l'évaluation qu'on met au mot. Là. Mais t'as pas tort, puis moi non plus. Allons-y avec donc l'amour. Mais je vais juste résumer brièvement, probablement que ce ne sera pas compris par personne ou par pas grand monde. C'est que de l'amour qui sera appliqué. On va essayer de le décortiquer si on peut. Ça va être très long. Puis en plus, les gens n'aiment tellement pas qu'ils ne peuvent pas aimer l'amour. Si je parle de l'amour, les gens n'aimeront pas ça. OK, je vais te poser d'autres questions d'abord. Okay. On va essayer de faire ça plus simple. Si ce que j'ai dit tantôt est exact, que l'arme contre les forces pour que l'homme puisse se protéger est quelque chose qu'il n'utilise pas, soit l'amour intégral envers les autres hommes. OK? Mm-hmm. Bon. Quel mécanisme se produit lorsque l'homme applique l'amour intégralement envers d'autres hommes pour se protéger des forces? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que l'homme qui veut appliquer l'amour intégralement doit faire? Celui qui le fait, là. Tantôt, tu as mis la condition d'utopiser, pour être d'accord. OK, celui qui le fait, qu'est-ce qu'il fait de plus que nous autres? Qu'est-ce qui se passe, en fait, de mécanisme, pour que, si demain matin, il y en a un parmi la salle qui se met à aimer intégralement, qu'il puisse reconnaître qu'est-ce que c'est que l'amour réel, puis comment est-ce qu'il se protège, finalement, contre les forces en aimant intégralement? Bon. De la bonne façon. C'est simple. C'est ce qu'on veut savoir. Il faut juste que tu ne déranges pas l'intelligence. Hein? C'est ça, il t'a dit. Il faut juste que tu ne déranges pas l'intelligence. Il ne faut pas que tu déranges ses plans. Ça veut dire quoi? C'est ça que le gros problème, c'est le gros problème actuellement chez les êtres comme toi, comme moi, comme quelques rares autres, qui sont rendus à côté depuis longtemps à certains plafonds, et puis qui reçoivent de l'information d'un paquet de niveaux, de la bonne, de la pas bonne, de la pourrite, de la pure, de l'impure,
Puis toutes les informations, la pure comme la moins pure, semblent pas être adéquates à un bonheur ou à une efficacité planétaire. Donc, il y a quelque chose qui manque quelque part. Ce manquement-là, c'est de l'information. Tu as passé souvent, toi, ton temps à dire, par année, tu passais 30 secondes à dire ça. Moi, je suis prêt à faire ce qu'ils veulent, tabarnak, mais qu'ils me le disent. Fait que là, on dit d'aller boire de l'eau, c'était le verre empoisonné. On dit d'aller là-bas, tu te casses la gueule. Puis là, je suis bien prêt à être le jouet complet, mais si boire qu'on cesse de donner des chenottes, c'est le fun. Il y a quelque chose, effectivement, que l'être nouveau va avoir de plus que l'être transitif, parce qu'il va être capable d'appliquer l'amour intégral, sans souffrir des contraintes de l'intervention de l'intelligence dans le contexte de l'homme. Puis, pour cela, il faut que l'homme soit capable d'amour intégral. Ça veut dire qu'il faut que l'homme soit capable d'aimer à un point tel l'humain qu'il soit capable de ne plus souffrir dans aucun de ses corps des communications interprétatives des événements que vivent les autres humains en face de l'intelligence. Ça veut dire que l'être qui va exprimer de l'amour intégral doit être capable de monter à un niveau d'amour tel qu'il va être capable de voir des gens mourir sans que l'expression ou la communication ou le vécu qui est mal interprété des gens qui meurent en face des événements intelligents, c'est sûr qu'ils en souffrent eux autres, mais ils en souffrent parce qu'ils n'ont pas la conscience pour interpréter convenablement les informations qui les traversent. Alors, les informations qui les traversent passent sous signe de souffrance, d'agonie, de douleur, uniquement parce qu'ils n'ont pas le bon interpréteur. Puis quand ça s'est communiqué à travers l'humain, ça vient nous chercher nous autres par en bas, ça remonte dans notre conscience, puis nous autres aussi, on se laisse colorer, puis on est plus certain que c'était intelligent, parce que ce qu'on reçoit, c'est de la souffrance. Si j'aime suffisamment l'humain pour être capable de le punir quand c'est pas correct, si j'aime suffisamment l'humain pour que quand quelqu'un se fait charrier, puis se met à pleurer, puis ça me touche pas, puis quand il a fini de pleurer, bien, le matin il est rendu correct, le matin je peux parler, si j'aime suffisamment l'humain pour ne plus être assujettissable par les communications émotives qu'il va m'envoyer, je ne bougerai plus comme un être humain. Je ne bougerai plus en fonction des communications que je vais recevoir de l'homme, mais je vais être capable de bouger uniquement en fonction des communications que je vais recevoir de l'intelligence. Ça veut dire qu'étant donné que je vais être capable de bouger uniquement en fonction des communications que je reçois de l'intelligence, je ne peux plus être dans les pattes de l'intelligence. Mais si je me laissais trop spiritualiser, puis la spiritualité, c'est pas uniquement de prier, de s'asseoir à genoux, on est spirituel à l'instant où on veut exprimer, ou à l'instant où on a encore chez soi des vibrations de l'amour planétaire, donc d'un amour qui reste encore émotivisé. On est spirituel. Ça veut dire que celui qui va vivre d'un amour intégral, qui va exprimer un amour intégral, il peut être compatissant, il va être ajusté à des mécaniques, mais il ne vivra pas d'émotivité dans son amour. Ça veut dire que ne vivant pas d'émotivité dans son amour, il va recevoir l'information d'intelligence à travers de lui. Il va être au courant de l'information d'intelligence à travers l'astral, à travers les événements, à travers les peuples. Mais il ne recevra pas l'information de l'intelligence qui a circulé à travers tout ça, à travers l'homme jusqu'à lui. C'est ça qui nous pirate et qui nous colore au maximum. C'est qu'à un moment donné, on reçoit l'information d'intelligence qui a traversé l'homme en douleur, l'astral, puis toutes les mécaniques du mental. On reçoit ça d'un bord. En même temps, on reçoit l'information de l'intelligence de l'autre côté. Puis tout ça mélangé ensemble fait que nous ne pouvons pas être efficaces actuellement ici. Celui qui aura de l'amour intégral va être au-dessus, au niveau de son amour. Donc, il va s'aimer, lui, d'un amour intégral. Ça veut dire qu'il ne sera pas émotif en face de lui-même. Il va vivre au niveau du sentiment. L'autre chose qu'on doit comprendre, c'est que l'être humain qui va vivre d'un amour intégral va exprimer l'intelligence et va être dans le plan de l'intelligence en fonction de
sa constitution planétaire. Ça veut dire que l'individu qui va être capable de vivre d'un amour intégral, donc d'être déconnecté de l'apparence, en réalité des souffrances humaines, mais ce sont des souffrances par manque de qualité dans l'interprétation de l'événement. Alors, l'être qui vit d'amour intégral, étant constitué, on va dire moi par exemple, je suis constitué de façon à accomplir des plans de l'intelligence uniquement en fonction de l'esthétisme qui se rapproche de mes corps planétaires. Ça veut dire que moi, je ne peux pas devenir un tyran, et l'intelligence ne me demandera pas d'être un tyran. Par contre, il faudra que je laisse un tyran tyranniser, le temps qu'il faut tyranniser, sans que moi j'aille à m'en mêler. Bon, je ne dois pas, autrement dit, c'est ça, c'est que je ne dois pas me faire ramasser, comme je le disais tout à l'heure, par l'information d'intelligence qui a traversé tous les piliers planétaires, associée à l'information de l'intelligence pure, parce que je suis constamment en coloration avec « c'est correct, mais c'est stupide ». Alors moi, je ne peux pas, puis comme toi, c'est la même chose, l'être humain qui va vivre d'un amour intégral va faire partie du plan de l'intelligence, donc ne peut pas déranger l'intelligence parce qu'il va être en contact avec l'intelligence et non plus en contact avec l'intelligence après qu'elle soit passée par le monde astral, donc par le monde planétaire. Présentement, même si on a des contacts avec l'intelligence, la majorité des êtres humains gardent un contact avec l'intelligence à travers de l'homme, ce qui fait que notre contact avec l'intelligence, jusqu'à date, a été très coloré, très homifié. Et on doit avoir un contact qui est différent, contact qu'on a de temps en temps, puis qui n'est pas suffisamment persistant. Ça veut donc dire que l'être qui va vivre d'un amour intégral va être capable de comprendre la souffrance humaine. Il va probablement être capable de pallier à la souffrance humaine sans s'interposer dans le plan d'intelligence, parce qu'au lieu d'être manipulé par ce que l'humain lui communique de sa souffrance. Donc, parce que quand l'humain communique de la souffrance, il communique de l'intelligence. Sauf que l'intelligence est dénaturée à un point tel que nous, quand on reçoit cette intelligence-là, bien, on vibre à la longueur d'onde de l'humain, c'est-à-dire qu'on en souffre. Même si on peut reconnaître l'intelligence sous-jacente à ça, on trouve ça écœuramment épais. Bon. Si je communique avec les humains... Qu'arriverait-il si... en 3 minutes. Si je communique, même avant ça, si je communique avec les humains par le canal par lequel ils communiquent avec moi, je vais souvent m'interposer dans le plan d'intelligence. Si je suis capable d'être l'exprimateur d'un amour intégral, j'aurai la capacité, dans le plan de l'événementiel, dans l'instantanéité, de connaître la valeur du manque d'interprétation des humains, on pourra dire de leur souffrance. Et au lieu de passer par en bas pour venir les aider, je pourrais aussi passer par en haut pour venir les aider, et je n'altérerai absolument pas le plan de l'intelligence. Maintenant, si on procède par en haut, on procède un peu comme le Nazaréen a fait, c'est-à-dire que si tu procèdes par en bas, tu dois couper le contact avec l'intelligence pour que les humains cessent de vivre la souffrance. Si tu procèdes par en haut, tu dois colorer le contact de l'intelligence pour que les humains cessent de vivre la souffrance. Et ça ne s'est pas fait sur la planète. Non. Si ça se ferait, est-ce que ça irait à l'encontre du plan de l'intelligence? Quand tu parles du plan de l'intelligence, là, ça laisse sous-entendre qu'il y a libre arbitre. Non. S'il y a un plan de l'intelligence, okay, il y a à l'arrière de tout ça un libre arbitre. Bon. Oui, mais pas dans l'intelligence. Si on va voir où ce qui est ce libre arbitre-là, oui, dans tout ce que c'est que... C'est sûr que plusieurs livres ont
ont pointé où était cette intelligence suprême. Je pense que le plus précis, le plus haut en vibration, c'est la cosmogonie d'Urantia, qui va en arrière de l'île du Paradis pour aller dans la troisième source-centre, la deuxième, la première, et en arrière, le Père universel qui aurait le libre arbitre. Est-ce que tu conviens à ça? Oui, oui. Bon. Alors, quand tu dis l'intelligence, c'est donc dire qu'il y a un libre arbitre, une décision qui a été prise au niveau de la source centre première ou ce qu'on appelle le Père universel, au-delà des 7 super univers est. Bon. Alors, ça descend dans l'univers. Il y a une directive, puis à un moment donné, lorsque ça arrive planétairement, c'est-à-dire au niveau de la Terre, ça se sépare, il y a une dualité. Une pluralité. Une pluralité. Ce qu'on appelle la dualité, qui en réalité est une pluralité. Des paquets de nuances dans le mal, paquets de nuances dans le bien. C'est ça. Et puis, dans tout ce que l'homme peut, c'est celui qui fait de la recherche, soit intérieurement ou dans des livres, on arrive tous à dire qu'il faut dépasser la dualité. Je pense que tout le monde qui fait un cheminement est d'accord avec ça. Et lorsque tu parles, comme tu disais tantôt, d'aller au-delà de cette intelligence-là, c'est-à-dire au-delà du plan de l'intelligence, est-ce que tu parles au plan, c'est-à-dire lorsque ça arrive dans le duel, lorsque ça se dualise, c'est bon. Lorsque ça se dualise, ou si tu parles plus haut que ça? C'est en haut du plan de la dualité. En haut du plan de la dualité. Celui qui va vivre un amour intégral ne peut pas être dualitaire. Oui, bon, c'est justement. Mais comment l'homme peut-il changer le plan de l'intelligence? Tu n'as pas dit qu'il pouvait le changer, mais tu as laissé sous-entendre quand on vient créer des tensions, ou pas des tensions, mais des objections dans le plan de l'intelligence. C'est-à-dire que tant que l'être humain reste un être humain, effectivement, il vient foutre le bordel dans le plan de l'intelligence. Bon, il y a l'évolution archangélique, c'est l'évolution des troupeaux. Ça veut dire que c'est ce qui manipule la majorité des humains sous le contexte planétaire. Ils sont contrôlés par la tradition. La tradition n'amène jamais rien de neuf. La tradition, c'est ce qui est le plus fiable, c'est la mécanique la plus parfaite pour conserver l'harmonie dans un peuple en évolution. La tradition. Sauf que l'intervention de l'intelligence a comme effet, dans un contexte évolutionnaire, dans un contexte ascensionnel, de néotyper la tradition. Donc, d'amener du neuf dans le vieux. La tradition, de par sa structure elle-même, est là comme fonction d'interdire la venue du neuf pour éviter que l'être humain autogénère du neuf. Pour que l'être humain ne puisse amener son propre neuf à l'intérieur de la tradition à travers son expérience de vie. Donc, la tradition est là pour préserver le vieux. Quand l'intelligence commence à toucher un peu la fibre planétaire, elle amène du neuf. Et nécessairement, l'intelligence amène du neuf. La tradition va commencer à essayer d'altérer ce neuf-là, donc de l'éliminer. Progressivement, à travers le temps, il y a des individus qui vont être investis d'intelligence, qui vont amener suffisamment de neuf pour reformuler la tradition. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les individus qui auront été investis de suffisamment d'intelligence pour reformuler la tradition sont des individus qui, au départ, auront été déconnectés de la tradition complètement. Tous les individus qui n'ont pas été complètement déconnectés de la tradition et qui ont eu un contact avec l'intelligence vont normalement toujours disparaître à travers des souffrances, des douleurs typiques des êtres traditionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça que dans l'historicité humaine, il n'y a personne jusqu'à date qui est arrivé à se déconnecter totalement, complètement, d'une tradition pour exprimer l'intelligence. Il n'y en a pas. Et c'est ce qui va faire en sorte que chaque fois que l'être humain a eu un contact avec l'intelligence, étant donné qu'il restait un être traditionnel, un être qui n'était pas rené,
donc nés de nouveau, puis qui n'étaient pas lui-même mis au monde, ces êtres-là ont souffert. Est-ce que, quand tu parles de tradition, il n'y aurait pas lieu de faire une différenciation des gens qui vont prendre la tradition et en faire leur religion? Parce que si on regarde dans la tradition et qu'on regarde les principes qui ont été amenés par la tradition, seulement qu'au niveau principe. Si on regarde et on fait une étude de l'humanité, on s'aperçoit que les principes qui ont été amenés par les initiés, beaucoup de principes qui ont été amenés par les initiés sur la planète, sont encore applicables aujourd'hui et fonctionnent aujourd'hui. Naturellement, il y a des petits principes qui viennent s'agrafer, s'agglomérer à ces principes principaux. L'amour en est un, par exemple, celui que... Oui, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que les principes amenés par les anciens dans la tradition, qui sont encore applicables aujourd'hui, le sont parce que l'être humain est encore un être traditionnel. Tous les principes qui ont été amenés dans le passé par les êtres dans la tradition ne sont pas des mécaniques applicables dans l'ère nouvelle. Je parle d'ère nouvelle, je ne parle pas d'ère du Verseau. Bon, si tu prends le principe de l'amour, intelligence et volonté, depuis que le monde est monde, ces trois principes-là, qui n'ont pas été manifestés nécessairement comme il faut, le sont encore et le seront jusqu'à la fin des temps. Oui, mais ils ne sont pas dans la tradition. Elles sont dans la tradition, non? Donc, quand je parle de tradition, moi, je parle de ce qui... Parce que ces principes-là nous ont été amenés le 6 000 ans, le 10 000 ans. Oui, mais la tradition, elle, ce qu'elle selon la compréhension de ces gens-là dans ce temps-là. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas comprendre ce qu'ils ont expliqué dans ce temps-là. Je comprends. Mais ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que la valeur d'un mot est amenée quelque part. La tradition, c'est tout ce qui sert maintenant à l'appliquer dans le contexte planétaire. Alors, si on parle, par exemple, de l'amour, bien, l'amour traditionnel, cette tradition-là, ça, c'est l'amour. Donc, tu tombes en amour, tu te maries, tu peux tuer ta femme si elle fait ceci, elle fait cela. Ça, c'est la tradition. Si tu dis l'amour est connu depuis longtemps, mais ce n'est pas traditionnel. Ça, c'est une question d'absolu. Mais la tradition, c'est la façon humaine d'exprimer ou de se servir ou d'être légalisé, d'avoir des lois. Okay, est-ce qu'on pourrait séparer d'abord, au lieu de... Est-ce qu'on pourrait séparer la tradition des principes qui ont été amenés à l'homme? Des principes originaux, oui, qui ne sont pas compris, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Mais bon, il y a des gens qui ont établi, qui ont parlé. Qui a une évolution dans la compréhension et... Dans la tradition. Donc, dans la compréhension. À travers la tradition. Oui. Okay. Tout ça pour en venir à je ne sais plus quoi. Je me souviens plus. Pas grave, c'est intéressant. Ça nous a permis de quitter... pourquoi comment on peut écœurer l'intelligence? Pourquoi quand? Ça nous a permis de quitter la conversation sur comment on peut écœurer l'intelligence. Peux-tu écœurer l'intelligence? Ça dépend. Du point de vue humain, tu peux bien essayer, en tout cas. Oui, mais mécaniquement, selon moi, ça se fait pas. Je vais t'expliquer une chose. C'est bien que j'amène ça et que tu amènes ça. Chaque fois que quelqu'un va bouger, par exemple, pour écœurer l'intelligence, ou chaque fois que quelqu'un va faire quelque chose qui peut donner l'impression qu'il prend en main sa vie, qu'il prend en main des vies, etc., il se casse la gueule. Bon. Il se casse la gueule, je parle d'un être qui se conscientise, donc un être qui, à un moment donné, veut faire quelque chose, veut faire du bien, etc. Il y a encore de la spiritualité à travers ce qu'il est. L'intelligence, effectivement, tu ne peux pas écœurer l'intelligence. Pourquoi? Parce que quand tu commences à dévier, quand tu commences à emmerder les plans d'intelligence, tu es automatiquement utilisé par l'intelligence dans ces plans, mais à faire quelque chose que c'est pas ça que tu t'attendais à ce que ça donne. Que ton ego s'attendait. C'est ça. Mais ta programmation, c'était dans ta programmation. Ça, c'est vrai, mais c'est pas plaisant de le dire. C'est réel. Ouais. C'est réel. Mais en même temps, il y a une nuance. Je sais pas laquelle, là. Parce que je suis pas d'accord avec toi, mais je sais que tu n'as pas tort. Donc, quelque part, il manque un petit bout. Ça ne serait pas que jusqu'au temps que le niveau vibratoire
un niveau vibratoire plus élevé soit atteint, ce n'est pas réel. Ce l'est seulement quand... Ça ressemble un peu à ce que tu dis, mais c'est exactement comme si, disons, les corps physiques, les corps planétaires sont programmés, ils ont un plan de vie. Ils vont faire ça. Dedans le corps planétaire, il y a un fou ou une folle, et puis moi. Là, nous autres, là, on se dit, tiens, je me lève aujourd'hui, je vais en par là. Le corps flou, ça va carrément à l'opposé. Les corps planétaires sont manipulés par le plan de l'intelligence. Fait que toi, tu te dis, bon, qu'est-ce qui arrive encore aujourd'hui? Puis là, ça s'en va de même, ça s'en va de même, ça s'en va de même, puis toi, tu es l'observateur. Tant que tu n'es pas conscient, tu es dedans, ça marche, puis bon. Quand tu commences à être conscient, tu commences à te rendre compte que les choses ne sont pas correctes. Ou tant et aussi longtemps que tu penses que c'est toi qui rends le show. Donc, tu n'es pas conscient. C'est ça. Et quand tu commences à être conscient, tu te rends compte que tu es manipulé. Parce que là, ça s'en va toujours où ce que, apparemment, tu n'as pas à aller. Ça, c'est la programmation de tes corps planétaires. Ça veut dire le corps mental, le corps astral, le corps vital, le corps physique. Et effectivement, tant que tu n'es pas contrôleur de ces corps-là, tu ne peux pas te désassujettir. Non, tu ne peux pas désassujettir les corps planétaires de la mécanique des plans d'intelligence. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que toi qui es en train de te réveiller dans le corps planétaire, tu as un contact avec l'intelligence. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Recevant de l'information tarie, d'intelligence tarie par le biais des êtres humains qui t'entourent, recevant en même temps l'information de l'intelligence parce que tu es intelligent. Mais il y a un corps physique, un corps planétaire, par contre, qui est sur un rail, qui est obligé de suivre un chemin particulier. Bien, finalement, l'information que tu as venant d'en bas ne semble pas aller avec où tes corps vont. L'information que tu as d'en haut ne semble pas aller, parce que l'information qui vient d'en bas, tu ne devrais pas en avoir. Mais ça, c'est notre relation humaine. L'information qui vient d'en haut, c'est uniquement de l'énergie. Tu ne devrais pas t'en servir comme information présentement. C'est uniquement de l'énergie pour te faire monter ton taux vibratoire. On s'en sert comme information. Donc, évidemment, on essaie de suivre. Et, à un moment donné, bien, on finit par se dire, écoute, les rails que je suis ne sont pas des rails qui sont ajustés en fonction de mon intelligence. Mais là, ton intelligence, à toi, là, elle est dans un corps physique qui ne t'appartient pas encore, qui est une fusion. Ce corps physique-là ne t'appartient pas encore. Fait que lui, il continue à être sur des rails. Puis il passe dans un lave-auto. Tout est tout propre. Tu viens de te doucher, là, puis on rend des lave-autos et donc on te lave au complet. Là, tu te demandes encore ce qui se passe là. Puis tout semble un peu sans dessus-dessous. Mais il faut comprendre que les corps physiques ne nous appartiennent pas actuellement. Quand l'être humain devient suffisamment centré, quand l'être humain devient suffisamment conscient, quand l'être humain devient suffisamment énergisé, donc c'est une question de taux vibratoire, bien, à un moment donné, il finit par être capable de commencer à créer un lien énergétique plus puissant avec ses corps planétaires. C'est un début de processus de fusion, même s'il n'y a pas fusion encore, mais il va y avoir des assujettissement complet du système de contrôle astral, c'est-à-dire que les corps planétaires sont contrôlés par le biais de la mécanique astrale, qui est elle-même sous le joug de l'intelligence. Puis là, l'être humain finit par avoir la paix, c'est-à-dire qu'il se dissocie progressivement, et il finit par avoir la paix. Hein? Tu peux poser des questions, là, ce temps-là, comme un bon animateur. Est-ce que c'est dangereux d'attraper la grippe lorsqu'on passe dans le car wash? Des questions, ben, quand je peux, moi, je comprends pas. Oui? Bon, si on regarde d'une autre facette, parce que l'amour a une multitude de facettes, mais une facette qui n'a peut-être pas été envisagée beaucoup, c'est la facette de l'amour-principe, la relation qu'il y a avec la peur. L'amour-principe, la relation avec la peur qu'il y a dans l'homme. Détectes-tu quelque chose là-dedans? Vois-tu quelque chose? Alors, parle-en, s'il vous plaît. C'est moi qui ai mal à la gorge, puis tu te poses des petites questions grosses de même. C'est pas des grosses questions. J'ai eu ma souffrance hier, moi. Ah oui, c'est ça. Bon. Alors, répète. OK. La relation qu'il y a entre l'amour-principe
Pas l'amour manifesté, tu l'as mentionné tantôt, puis celui-là, je ne veux pas en parler. Okay, L'amour union principe et la peur. Et la peur dans l'homme, il y a une relation directe. Quelle est-elle? Bon, la première relation directe, c'est que la peur dans l'homme va avoir... La peur, c'est plus qu'une chose. Alors, on va parler d'une relation directe. Il faut comprendre que la peur peut s'appliquer à d'autres... Simplifie la peur à son maximum. C'est une... Pour aider l'homme, pour que l'homme puisse comprendre l'importance de la peur dans la conscientisation de l'évolution. Oui, mais là, tu viens de compliquer pas mal ta question, là. Ben, c'est parce que, non, c'est toi qui semblais la compliquer en disant que la peur a une multitude de facettes. Je le sais, Daniel, c'est infini. C'est que la peur peut être générée par plus, la peur peut être générée par plus qu'une chose, puis elle sert plus qu'une chose. OK. Dans le contexte de l'amour, la peur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle force les gens à s'unir parce qu'ils ont peur de l'extérieur. Donc, la peur, dans le contexte de l'amour, dans le contexte du principe, force les gens à s'unifier pour se sécuriser. OK. Ça, c'est une... Ça, c'est la principale, ça? Pardon? C'est la principale? C'est la mécanique la plus performante, c'est l'utilité la plus puissante de la peur en face de l'amour par principe. OK. Alors, on s'unit pour se sécuriser. Ce qui va faire que tu vas être en amour avec n'importe quelle femme, grosse, laide, mince, belle, n'importe quoi, si tu es insécure. Tu auras peur. C'est le chemin qu'on utilise pour arriver au fin de la peur qui est ancrée dans l'homme. Oui, mais ça, évidemment, c'est c'est un principe qui est très, très vieux parce qu'il a la capacité, chez l'être humain, très, très, très peu émancipé, de fonctionner sans problème. L'humain se groupe automatiquement s'il y a peur. Puis l'amour par principe, c'est l'union. Oh, mais OK. Ensuite, quelle autre facette y a-t-il? Laquelle tu veux que je dise? Mais ceux que tu penses qui sont le plus importants pour l'homme présentement, les choses qui n'ont pas été dévoilées. Tantôt, si on regarde la question de principe, Daniel, les principes ont été amenés à l'homme sur la planète il y a plusieurs milliers d'années. Puis, si on prend l'exemple que j'ai mentionné tantôt, à la lumière des gens qui viennent avec un niveau vibratoire plus élevé que les autres sur la planète, il y a des définitions de ces principes-là qui viennent s'agglomérer, comme la science, si tu veux. La science avance parce qu'il y a des nouvelles théories qui viennent se joindre à la colonne vertébrale centrale du principe. Alors, je pense que toi, tu peux emmener des nouvelles facettes à cette, maintenant, ce qu'on doit comprendre, tout le monde, à ce principe. Alors, la peur dans l'homme, c'est ça qui, disons, c'est une... lorsque l'homme pourra contrôler la peur, il va avoir la clé. Lorsque l'homme n'aura plus peur. Lorsque l'homme n'aura plus peur, ça ne se contrôle pas exactement. Lorsqu'il va avoir sorti de sa programmation de la peur. Il va être nécessairement être un expresseur d'amour intégral. La relation que tu as mentionnée tantôt en amour, on voit le mécanisme que l'homme s'unit pour, utilisant l'amour, pour enrayer la peur, ce qui est très bon pour l'homme, ce qui permet à l'homme de se... On peut le voir, là. Mais deuxièmement, qu'est-ce qui vient après ça? C'est qu'il en vient tellement. Par ordre d'importance, on prenait le deuxième. Le troisième, tu peux dire le quatrième avant le deuxième, c'est pas grave. Non, c'est ça. Ça s'entrechoque trop. Faut que tu poses une question plus claire. OK. Sans ça, je vais dire un paquet de mots, mais on n'aura pas de développement. Oui, OK. Bon, alors là, on établit une relation entre l'amour-principe et l'homme. Bon, regarde, dans sa juste manifestation ça pour de la expliquer peur. un peu, c'est que la peur, dans le contexte humain, c'est la chose la plus importante à éliminer. Bon, ça fait des années qu'on en a parlé. J'ai souvent expliqué que la peur, c'était une mécanique qui était relative à la friction entre deux informations dans notre cerveau, à partir d'un désir et d'un désir anti-antagoniste. Ça veut dire que je désire être riche, je désire donc ne pas être pauvre. La friction entre les deux va engendrer la peur d'être pauvre.
Puis comme l'être humain est continuellement en train de désirer, je désire ne pas manquer mon métro, donc je désire arriver à temps, et j'aurai donc peur de manquer mon métro. Puis la peur, il faut s'entendre, mais il y a un stress immédiat qui va s'installer. Puis ça peut me faire courir, ça peut me faire me dépêcher, je vais me contracter. Bon, la peur, au départ, elle est fondamentale chez l'être humain, parce que l'être humain est convaincu qu'il a un libre arbitre. Donc, l'être humain est convaincu qu'il doit faire la part des choses entre des informations auxquelles il a accès. Si je prends mon temps, je vais manquer le métro. Si je me dépêche, je ne le manquerai pas. Et si je me dépêche, puis je me dépêche trop, puis je glisse, puis je tombe, je peux me blesser, je peux manquer mon métro. Si je prends mon temps, bien, par contre, je n'aurai pas de maladie cardiaque de 40 ans. Là, il en veut toute l'information. Là, il en rentre, il en rentre, il en rentre, il en rentre, il en rentre. Et l'humain, toutes ces frictions-là engendrent des peurs continuelles à l'intérieur de l'être humain. Puis parce que l'être humain juge sa capacité de... L'humain va s'autoriser à s'aimer uniquement s'il est performant, efficace. Et je ne parle pas dans le sens des affaires, mais performant, donc efficace. Et parce que l'être humain se rend bien compte, consciemment ou inconsciemment, que finalement, il n'est absolument pas capable de faire une gestion intelligente des informations auxquelles il a accès. Donc, il n'est pas capable de faire de choix. Finalement, il ne s'aime pas, parce qu'il n'est pas efficace là-dedans. Puis l'humain va continuellement, ne s'aimant pas, nécessairement, il ne peut pas rejeter la peur. Parce que si l'humain s'aime, la peur s'en va. Ils vont s'unir pour se sécuriser. Sécuriser, donc, en s'aimant, la peur d'une nation va s'estomper. Parce que l'humain n'est pas capable de s'aimer. L'humain n'est pas capable de faire fuir la peur qui l'habite. Et la peur, c'est une mécanique qui sert originalement de frein, étant donné que l'être humain a la capacité... L'être humain est un être évolutionnaire de par ses principes fondamentaux de base. L'être humain n'est pas un être de conscientisation. L'être humain est un être d'évolution. La problématique, c'est que si l'être humain évolue trop, donc s'il évolue trop vite par rapport à un laps de temps, ou s'il évolue trop d'une façon absolue, il ne peut plus atteindre la conscientisation. Et l'être humain, lui, l'être humain, l'être planétaire, il doit évoluer à un rythme particulier. Il doit être réchauffé convenablement, pas trop, jusqu'à un moment donné où il va être fin prêt pour un contact avec de l'intelligence. Et là, il va commencer sa conscientisation et il devra cesser d'évoluer. L'être humain qui n'aurait pas peur évoluerait trop rapidement et dépasserait le point limite. Et donc, continuant à évoluer, il deviendrait un sage, deviendrait un être humain, deviendrait un grand maître, mais il n'aurait pas eu accès à la conscientisation. Donc, il serait continuellement dépendant de l'unité du temps, donc de la mémoire. Il resterait pris éternellement dans une mécanique. L'humain doit évoluer pas trop vite. La problématique, c'est que la façon de faire évoluer l'humain dans un contexte planétaire, tu le sais très bien, c'est la souffrance. Mais la souffrance, c'est une fusée extraordinairement puissante. Alors, la souffrance, ça pousse l'humain à évoluer vite. Beaucoup trop vite. Puis la peur vient chapeauter l'humain pour le ralentir. L'humain est écrasé entre la souffrance et la peur. Par exemple, je souffre, je suis écœuré de vivre ceci, mais j'ai peur de me risquer ailleurs. Bon, l'humain va donc avancer lentement. Si l'humain est effectivement capable d'éliminer la peur chez lui, il y a des façons de le faire. Non, il y a des façons de le dire. Comment? C'est pas garanti que les personnes vont pouvoir l'appliquer. Mais un être humain qui élimine la peur chez lui est un être humain qui nécessairement vient de fusionner. La souffrance permet l'élimination de la peur, proportionnellement au degré de souffrance. C'est-à-dire que la souffrance, ce qu'elle fait, c'est qu'elle t'amène à avancer. En avançant, tu évolues, pas trop vite à cause grâce à la peur. En évoluant, tu arrives à un niveau où la conscience commence à t'imbiber. C'est la conscience qui va éliminer et la peur et la souffrance. Donc, la souffrance a été utile pour t'amener jusqu'à la conscience, puis la peur t'a été utile pour te freiner pour que tu passes au droit. Parce qu'aujourd'hui, là, comme toi, moi et plusieurs autres, on a moins peur
mais on est prudent. Puis, notre prudence fait encore partie des mécaniques de la peur. C'est pas aussi souffrant. OK. La peur dont tu parles, où la situes-tu par rapport à l'impersonnalisation de l'individu? Bon, l'impersonnalisation, elle a deux facettes. L'impersonnalisation planétaire, ça c'est antérieurement à la conscience. Ça veut dire que l'être humain est impersonnalisé évolutivement, tant qu'il ne sait pas qu'il est là. À un moment donné, il devient personnalisé. Là, il sait qu'il est là. La majorité des humains actuellement sont personnalisés. Après ça, il y a une recréation de l'impersonnalisation qui va se faire dans la conscience, où la personnalité de l'ego va être détruite pour revenir à un état de savoir instantané de l'être-té qui ne procède pas d'une personnalisation dans la forme. Ça veut dire que l'humain n'aura pas besoin de se contempler pour savoir qu'il est là ou de se trouver beau pour être capable de s'aimer. Alors, l'impersonnalisation chez l'être nouveau fait partie d'un principe de savoir instantané que tu sais que, mais tu n'as pas besoin d'être quelque chose. Tu es, c'est parfait. Puis l'anti-personnalisation, donc la première impersonnalisation, c'est celle où l'humain est finalement un animal. Le niveau de peur décroît-tu? Non. Est-ce que le niveau de peur décroît proportionnellement à l'augmentation de l'impersonnalisation dans la conscience chez l'homme? Officiel. Et est-ce qu'on pourrait appeler cette impersonnalisation un rapprochement dû au fait que l'homme, à ce moment-là, normalement, a réalisé qu'il n'y a pas de libre arbitre, est-ce que cette impersonnalisation-là serait une façon de se joindre au libre arbitre super universel dont on a parlé plus tôt? Pas tout de suite. Il y a encore quelques étapes. Mais c'est un rapprochement. Officiel. La problématique pour l'être humain qui se conscientise, c'est que de la personnalisation astrale, lentement, il va développer une personnalisation mentale ou personnalisation supramentale, qui reste astralisée. Puis il devra aussi éliminer ça. L'impersonnalisation va donc être une impersonnalisation qui va être incomplète. Alors qu'on a des personnes, à un moment donné, qui vont s'impersonnaliser astralement en se personnalisant mentalement. Évidemment, ça peut continuer jusqu'au plan supramental. L'individu va finir par vivre des frustrations de personnalité mentale. Par exemple, je ne mérite pas ça, mais là, il fait des colères mentales. Il est à un niveau où ce qui va plus gueuler. Il y a une personnalité mentale avec une impersonnalisation astrale, mais évidemment, ce n'est pas plus efficace. Quelle relation vois-tu entre le colère mentale que tu viens de mentionner et la haine envers les forces? Bon, la haine, c'est une chose intéressante. La colère mentale, c'est la capacité d'utiliser la haine comme une arme précise. Et lorsque l'homme ressent cette haine, est-ce que proportionnellement, il ressent le contraire sur l'amour envers l'homme, pas envers les forces, naturellement? Pas envers. Il ressent, celui qui a de la haine envers les plans, parce qu'il faut comprendre que si l'intelligence est correcte, les plans de l'intelligence ne sont pas corrects. Si l'intelligence est correcte, les plans de l'intelligence ne sont pas corrects. Je vais l'expliquer. S'il vous plaît. C'est très, très, très facile. Quand on parle des plans, on parle toujours de l'astral. Fait que si on parle du plan de l'intelligence, on parle nécessairement d'une connotation astralisée de quelque chose qu'on ne touche pas, qui est l'intelligence. Mais toi, tu limites les plans à l'astral. Non. Ce que je veux dire simplement, c'est que chaque fois qu'on parle des plans, c'est une vision terrienne
d'une réalité cosmique. Puis effectivement, l'intelligence ne t'assujettira pas, mais les plans d'intelligence vont t'assujettir. Fait que l'humain qui a pris les plans, l'humain qui est assujetti aux plans, l'humain qui nécessairement... Bon, donc l'humain qui va finir par haïr les plans aura nécessairement une correspondance égale en ce qui concerne l'amour, et pas nécessairement envers quelque chose. Mais si ce n'est pas envers, on peut parler peut-être de la direction. Ce ne sera pas dirigé vers les plans. Non. Quand je parle de plans, je ne parle pas de l'astral, je parle de tous les plans. Ça sera dirigé vers les autres hommes habitant la planète. Non. Au début, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va disons, avoir une haine assez puissante envers l'astral ou envers les plans. Et il aura une correspondance identique au niveau de sa force d'amour. Mais très souvent, il ne sera pas dirigé vers rien. Il ne s'aimera pas plus, il n'aimera pas plus le voisin. Dans ce que tu dis, j'en conviens. Seulement que, disons que l'amour va être là, non manifesté, si pas nécessaire donc, de le manifester. Donc, lui ne pourra pas nécessairement se rendre compte qu'il est mieux. C'est ça. Mais l'état est là. Si moi, je te regardais dans une crise comme ça, je dirais, c'est mauditement mieux de même. Mais toi, tu me dirais, ben voyons donc, ben, si l'amour n'est pas exprimé, toi, tu ne pourras pas voir que tu es mieux. Un observateur extérieur va le voir. Si tu exprimes ton amour, là, tu vas pouvoir le voir, mais effectivement, au départ, notre haine est rarement canalisée dans le contexte planétaire, c'est-à-dire que la contrepartie d'amour est rarement canalisée. Donc, il y a des individus, à un moment donné, qui vont haïr énormément, donc ils vont finalement être mieux, mais eux ne le savent pas. Est-ce que lorsque un individu haït l'homme qui fait le contraire de ce qu'il doit faire, il haït l'homme, est-ce que... Il aime les plans. Il aime les plans? Normalement, oui. Quand tu haïs l'homme, c'est... Et toujours proportionnellement. C'est très intéressant, ce phénomène-là. Mais ça va jusqu'au point que le moindrement que tu haïs un petit peu une personne, tu aimes un petit peu une contrepartie astrale. Ou plus haute. Ou un plan. Par exemple, ce maudit-là, moi, je ne l'aime pas, c'est un écœurant. Nécessairement, tu vas aimer la puissance, le pouvoir, tu vas aimer... Il y a quelque chose que tu aimes en haïssant l'autre qui fait partie des contreparties, qui fait partie donc de l'astral, ou ça va être des plans. Ça, c'est un musulman, puis moi, un musulman. Là, tu es tout près des plans. On parle des plans spirituels. Après ça, ça pourrait même aller jusque dans les plans, ce qu'on appellera les plans. Bon. Alors, effectivement, l'être humain qui haït un autre être humain aime son ennemi. Très intéressant. Oui. Il va détruire, il prend l'énergie de son allié, il la communique à son ennemi. Lorsque le Nazaréen a dit « Aimez-vous les uns les autres », est-ce qu'il réalisait tout l'impact de ce que c'est que... Le Nazaréen n'a pas réalisé grand-chose, le temps qui est passé. Il parlait beaucoup plus pour lui, pour son monde à lui, de temps en temps des ajustettes pour l'extérieur, mais la majorité de ce qu'il a amené était comme s'il créait un vaisseau par sa parole autour de lui. Mais ce n'était pas des choses applicables pour les autres. Il ne parlait pas aux autres. C'est d'ailleurs pourquoi souvent... Le principe est établi d'abord dans l'instantanéité, pour l'instantanéité, et les principes qui viennent, s'il y a de l'homéré par la suite, ne sont pas de ces affaires. C'est ça. Et ça ne veut pas dire que ce qu'il dit n'est pas utile, mais lui, il le dit pour lui. C'est pas nécessaire que lui soit conscient que c'est utile. Plus haut est la vibration, plus longtemps les chances sont que la nécessité de ce principe-là soit en force. OK, alors on prend une petite pause de 20 minutes et puis on revient tantôt.